Bonjour et bienvenue dans cette émission enregistrée exceptionnellement depuis Lourdes où les évêques de France sont réunis toute cette semaine pour leur assemblée plénière. Et nous recevons aujourd'hui l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre plus précisément. Bonjour. Et on va ajouter de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, puisqu'ils ont été à la une de l'actualité au mois de septembre dernier. Et peut-être d'ailleurs faire un point d'histoire, si vous Bien voulez. sûr, je vous en prie. Pourquoi ces îles s'appellent Saint-Barthélemy et Saint-Martin? C'est tout simple. C'est Christophe Colomb qui découvre la Guadeloupe. Pourquoi la Guadeloupe? Parce qu'il y a un sanctuaire marial qui est au centre de l'Espagne. Il est allé faire son pèlerinage. Il a dit, la première terre que je rencontrerai, bien, ce sera Nostra Señora de la Guadeloupe. Et donc, on a vu sur la carte, là, on voit de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, mais on voit des îles qui s'appellent la Désirade, qui s'appellent Marie-Galante, c'était le nom d'un bateau. Comme on était 2 jours après la Toussaint, ça s'appelle les Saintes, Los Santos. Et puis après, Christophe Colomb est remonté, justement, vers les îles du Nord. La première île qu'il a trouvée sur son chemin, il a appelé Montserrat, le sanctuaire marial de Catalogne, et ensuite il a trouvé, je dis, il était à court de nom, il va donner le nom, son propre prénom, qui s'appelle Christophe, donc il s'appelle Saint-Kitts, maintenant les îles Saint-Kitts, et il arrive en face de Saint-Barthélemy, c'est le nom de son frère, qui est sur un des 17 bateaux, eh bien il va l'appeler Saint-Barthélemy, puis quand il arrive à Saint-Martin, nous sommes le 11 novembre 1493, il va l'appeler Saint-Martin, donc on est sous le patronage de Saint-Martin. L'année dernière, nous avons eu des festivités très importantes marquant le 17e centenaire de Saint-Martin, et maintenant Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont devenus des îles, hélas, encore plus célèbres par ce qui s'est passé au mois de septembre. Et malheureusement, oui, la fête a été gâchée. Saint-Barthélemy et Saint-Martin étaient vraiment sur la trajectoire du cyclone, dans l'œil du cyclone, comme on dit, et ont été complètement ravagés. Je crois que vous y étiez d'ailleurs il y a quelques jours. Quel état des lieux Eh bien, j'y suis retourné à 3 reprises. D'abord, l'ouragan Irma, donc, est passé sur ces îles, non seulement françaises, mais aussi les îles anglophones, et qui ont été très touchées. Elle est passée très précisément le matin du 6 septembre. Et pendant 24 heures, on a été sans communication avec ces îles. J'avais eu la communication la veille avec les 2 prêtres qui sont sur ces deux îles. L'île de Saint-Martin, il faut le rappeler, est une île à la fois française d'un côté et hollandaise de l'autre, et la langue principale, d'ailleurs, c'est l'anglais. 70 000 habitants sur Saint-Martin, 30 000 du côté français, 40 000 du côté hollandais. Et puis cette petite île de Saint-Barthélemy, qui est connue pour d'autres raisons, le tourisme, 9 000 habitants. Et effectivement, l'œil du cyclone est passé au matin du 6 septembre sur ces 2 îles. Et je n'hésite pas à dire que c'est vraiment le cyclone du siècle. Il y en a eu antérieurement. On est habitué dans cette région aux cyclones, aux ouragans. Le plus célèbre, on va dire, il ne portait pas de nom à l'époque, c'est en 1843 qu'avait ravagé la Guadeloupe. En 1928, même chose, la Guadeloupe est ravagée. On a reconstruit les bâtiments officiels, les églises, et puis il y en a eu un qui a aussi marqué la Guadeloupe, c'est-à-dire à 200 km des îles dont nous allons parler maintenant, et qui s'est appelé Hugo. Et il a fallu des années pour reconstruire. Et j'ai entendu, après Irma, beaucoup de témoignages sur ce qui s'était passé 25 ans auparavant. Et ce qui s'est passé, effectivement, a été inouï. Quel témoignage vous avez entendu? Le témoignage, eh bien, c'est-à-dire, d'abord, ils ont été coupés du monde pendant 48 heures. Nous, on avait des informations par bribes, mais eux, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus d'électricité. Alors, il n'y avait plus d'eau, donc on a amené, bien sûr, dans les jours qui ont suivi, la France a déployé de très gros moyens pour venir au secours des populations en difficulté. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont parties de Saint-Martin, qui venaient d'arriver pour certains, je pense aux enseignants, par exemple, et puis qui sont... maintenant, il y a un mouvement, Dieu merci, de retour, et donc... ils ont été coupés, et à partir on va dire du 10 septembre, le dimanche, j'ai vu moi les populations revenir vers Pointe-à-Pitre, et j'ai pu m'y rendre le 12 septembre, c'est-à-dire le jour même où le président de la République et son entourage visitaient l'île, et nous avons visité en particulier un lieu très marqué qui s'appelle Grand Case, où se trouve l'aéroport qui était devenu un aéroport presque militaire. C'est un petit aéroport touristique, parce qu'on a déployé de très
très gros moyens pour venir au secours de ces populations qui, il faut le dire, ont été traumatisées. Vous avez rencontré aussi ceux qui partaient à l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté de cette nuit d'enfer? Est-ce que vous avez eu des... Eh bien, comme pendant des heures et des heures, on entend le vent et on voit les maisons les toitures qui sont envolées. Des rafales jusqu'à 400 Les km/h. rafales jusqu'à 400 km/h. On n'a jamais vu ça. D'habitude, c'est 200 ou 300 km/h, c'est déjà considérable. Et donc on se cache, on se barricade. On se barricade, et certains même, telle la préfecture, les vitres ont volé en éclats, ou dans les maisons. Alors certains m'ont raconté comment ils s'étaient enfermés dans une pièce. D'autres m'ont raconté comment ils se sont mis même dans une armoire, pour certains. Et d'autres, enfin, qui m'ont expliqué qu'ils se sont mis dans une citerne d'eau. C'est presque biblique en pensant à Joseph qui est mis dans une citerne d'eau, comme on peut le lire dans les livres de la Genèse. Et puis ils ont attendu. Et en plus, un cyclone de cette force est marqué par deux temps. Il y a un premier temps, et puis après, il y a une accalmie de quelques heures, et ça recommence encore d'une manière encore plus violente. Et nous-mêmes, à Basse-Terre, nous l'avons vécu 15 jours plus tard, puisqu'après Irma, il y a eu aussi Maria. Les cyclones, comme je l'ai entendu même à Saint-Barthélemy, du responsable, du président de la collectivité, il m'a dit c'est mon 9e cyclone en l'espace de 20 ans. Ils sont habitués. Mais celui-ci a marqué, et puis par l'ampleur des dégâts, et maintenant on est dans une autre phase. Il y a eu au fond 3 phases. Le choc avec l'ouragan lui-même, et puis dans les jours qui ont suivi, la première phase, et puis maintenant la deuxième phase, celle de la reconstruction. Et c'est aussi difficile parce qu'ils ont été aidés par tous les moyens, mais maintenant il faut recommencer. C'est pour ça que je m'y suis rendu à 3 reprises et j'ai passé 4 jours là, il y a une semaine à peine, dans ces très très belles îles, des îles touristiques. Bien, le tourisme est fini pour les 2 années qui viennent. Il y a 7000 personnes qui sont parties tout de tout de suite après l'ouragan. Il y a eu une navette entre Saint-Martin et la Guadeloupe, c'est à 1 heure d'avion, c'est 300 km. Mais il y a une bonne partie qui ne reviendra jamais. Ce sont parfois des projets de vie qui s'effondrent. Je pense une quand partie ils sont attachés à leur île. Alors bien sûr, il y a des populations qui, eux, étaient de passage. Avec une particularité, il faut le savoir, c'est que Saint-Martin, c'est peut-être 100 nationalités. On va dire avec 3 langues principales, le français bien sûr, mais l'anglais encore plus que le français, et puis l'espagnol, et puis la deuxième partie de l'île, la partie puisque depuis le XVIIe siècle, une partie est une partie française, l'autre avec la capitale qui s'appelle Marigot, et l'autre est la partie hollandaise avec la capitale qui s'appelle Philipsburg, et Philipsburg était le point de ralliement de de beaucoup de monde, et donc dans la partie hollandaise, puisque c'est la partie hollandaise, eh bien, il y a eu aussi beaucoup de destruction, mais il y a une volonté de reconstruction. C'est une épreuve humaine, bien évidemment, il n'y a pas besoin de le dire. Est-ce que c'est aussi une épreuve spirituelle? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui se sont dit, moi, face à ça, je ne peux pas croire en Dieu, c'est pas possible? Eh bien, non, justement, parce que ces populations sont, on va dire, naturellement croyantes. Et ce qui m'a frappé dans les premiers témoignages que j'ai reçus, et notamment du prêtre béninois qui était là sur place au moment du Bénin, qui était là sur place au moment de Irma, ou du prêtre italien qui est sur l'île, la très belle île de Saint-Barthélemy, ils m'ont dit non, il n'y a pas de... on va accuser Dieu de cela, pas du tout. Il y a une espèce d'acceptation. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des cyclones, comme quand on est en montagne, on sait qu'il y a des tempêtes de neige. Et puis une vraie solidarité. Au-delà de ce qu'on a pu entendre, des pillages, une vraie solidarité. Je l'ai entendu pendant 48 heures à Saint-Barthélemy, pendant 48 heures à Saint-Martin. J'ai vu que les gens, ils se sont mis ensemble. J'ai entendu un très beau témoignage d'une touriste allemande que j'ai trouvé à l'aéroport de Pôle Caraïbe, donc à Pointe-à-Pitre, qui était revenue le dimanche. Donc 3 jours après, on a ramené des populations, en particulier les enfants. J'ai vu un enfant de 10 jours, il était né quelques heures avant le cyclone. Et j'ai entendu une Allemande me dire, c'était étonnant parce qu'on était tous dans notre hôtel, on se serrait les coudes, on était là. Et puis finalement, on a passé cela, et puis maintenant, elle repartait vers Berlin, puisqu'elle était venue passer les vacances, dont elle se souviendra toute sa vie. Par contre, pas des traumatismes, mais la marque
on a fait faire des dessins aux enfants. Et les dessins, ben, ils représentent des arbres qui tombent, ou bien on a monté un dessin d'enfant, tout en noir, et puis une petite fenêtre blanche. Parce qu'ils ont vécu comme cela. Ils étaient dans la seule salle qui était sécurisée, parce qu'ils ont vu les toitures partir. Et maintenant, donc, la vie reprend, les écoles reprennent. Donc, le Premier ministre se trouve en séjour là-bas, sur place, après le président de la République, que j'ai rencontré sur place dans les rues de Grand-Case. Et pour notre part, il y a 3 églises à Saint-Martin et 3 églises ou chapelles à Saint-Barthélemy. Et il y en a 2 de chaque côté qui ont été détruites. Et ce qui m'a bouleversé, c'est les témoignages que j'ai reçus du monde entier et surtout de l'Église de France et des promesses de dons, pas simplement des promesses de dons, des dons qui ont été faits par les paroisses, par les diocèses, pour nous aider à reconstruire, parce qu'on est maintenant dans cette phase qui est aussi très délicate, celle de la reconstruction, parce que jusqu'à présent, il y avait des centaines de personnes, des pompiers, des personnes qui venaient médicales, et puis bien sûr l'armée qui est venue, mais maintenant, il faut rentrer dans une phase plus de reconstruction. Vous avez reçu le soutien aussi des évêques de France, vous êtes avec eux cette semaine à Lourdes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit J'ai parlé devant les évêques, c'est normal, très brièvement, mais ils ont compris, ils ont été très touchés en leur faisant une rétrospective sur justement les précédents cyclones qui ont pu avoir lieu. Nous, le président de la communauté de la collectivité de Saint-Barthélemy me disait c'est le 9e en l'espace de 20 ans. Mais celui-ci était le plus fort en raison des vents à 400 km/h. On n'a jamais vu ça. Et puis maintenant, avec les moyens... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit on est avec toi. Mais ils me l'ont écrit, j'ai reçu de très nombreux messages qui, je dois le dire, m'ont très soutenu dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve, et en soutenant, par ce soutien, je soutenais aussi les communautés locales. Mais ce qui m'a été dit aussi sur place, dans les heures qui ont suivi, après une espèce de choc que l'on a reçu, eh bien, les rues ont été remises en état par les moyens les plus lourds, c'est-à-dire l'armée est venue avec de très gros moyens. J'ai vu, la semaine dernière, quand j'y suis allé, j'ai vu une montagne de tôles, une montagne de débris. Tout ça étant pris en charge. Et maintenant, on est dans cette phase de reconstruction. Vous avez parlé des dégâts causés sur des bâtiments d'église. Quels sont vos besoins aujourd'hui, en quelques mots? Alors, nous avons beaucoup de besoins, puisqu'il y a 2 églises sur 3 à Saint-Martin, à Grand-Case plus exactement, un quartier dit d'Orléans. Les toitures ont disparu, elles sont inutilisables. J'ai célébré la messe à l'extérieur ou dans la salle paroissiale qui elle-même est aussi très endommagée. C'était des très belles églises. J'avais eu la confirmation au mois de mai dernier. Toujours très heureux de venir à Saint-Martin. Et de même à Saint-Barthélemy, dans la capitale, entre guillemets, qui s'appelle Guistavia, le curé qui s'appelle le père Fiorenzo Rossi, au moment de l'événement, c'est-à-dire au moment où on était encore en contact, il m'a dit, je vois le clocher qui est en train de tomber. Le clocher est tombé et une chapelle a été détruite. Et il faut reconstruire cela. Les écoles ont été réouvertes très rapidement à Saint-Barthélemy, où la moitié de la population est scolarisée dans 2 écoles catholiques, qui s'appellent Saint-Joseph à Lorient et Sainte-Marie à Colombier. Et donc c'est important, parce que l'Église catholique à Saint-Barthélemy est très, très, très vivante. Il y a de nombreux prêtres, des religieuses, il y a eu de nombreuses vocations. À Saint-Martin, c'est autre chose, parce que Saint-Martin, c'est une terre où sont venus tous les peuples de la terre. On pense qu'il y a même 100 nationalités à Saint-Martin. Et à Saint-Martin, il y a la langue principale qui est l'anglais. On parle anglais. Je célèbre la messe en anglais à Saint-Martin. Le français, bien sûr, mais aussi l'espagnol, parce qu'il y a beaucoup de population de Saint-Domingue, et on va dire le créole, puisqu'il y a aussi beaucoup de Haïtiens qui sont dans cette île de Saint-Martin. Et si nos téléspectateurs souhaitent faire un don, aider de quelque manière que ce soit le diocèse de Guadeloupe, ils peuvent bien entendu écrire à cette adresse qui s'affiche sur leurs écrans. Monseigneur, on va passer à un autre sujet maintenant, c'est que cette épreuve de l'ouragan a
remis en lumière d'une certaine manière les difficultés de la société. On a vu de la délinquance chez les jeunes, notamment à travers ces pillages. Oui. Quel rôle l'Église peut-elle jouer dans ce sens-là? Eh bien, je le savais. Je savais que cette île de Saint-Martin est très singulière à tous égards. D'un côté, il y a une belle communauté chrétienne, et puis de l'autre côté, on va dire, il y a tous les trafics. Et ceci explique cela. Et effectivement, dans les heures qui ont suivi, on a vu des pillages qui ont bouleversé tous ceux qui ont vu cela sur leurs écrans. Les choses ont été remises en place dans les jours qui ont suivi. La justice fait son travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés à Saint-Martin, en raison du chômage, en raison aussi de l'afflux de population, et puis d'activités, somme toute, assez réduites, sur une île qui est toute petite, finalement, et où des populations sont venues, durant ces 30 dernières années, on est passé de 9 000 habitants à 35 000 habitants du côté français, en l'espace de quelques années. Et donc, ces populations, eh bien, je les retrouve, par exemple, à la maison d'arrêt, à la prison de Baie-Mahault ou de Basse-Terre. J'en rencontre assez régulièrement. Ce qui veut dire aussi qu'ils sont passés par les fourches de la justice et qui se retrouvent en prison. Mais à côté de cela, il y a beaucoup de diversité et je vais toujours avec beaucoup de bonheur dans ces deux îles qui sont très proches, puisque les deux îles sont à 10 minutes d'avion seulement l'une de l'autre, alors qu'elles sont à 1 heure de la Guadeloupe et à 250 km. Donc c'est aussi une distance. Alors, beaucoup me posaient la question, y compris à Lourdes. Les évêques ils m'ont dit « Tu n'as pas trop souffert ?» J'ai dit « Non, j'étais à 250 km. » Sauf pour le deuxième cyclone qui nous a frappé le 19 septembre, qui s'appelait Maria, où il y a eu un arbre centenaire qui est tombé dans le jardin de l'évêché. Alors vous êtes bien sûr évêque de toute la Guadeloupe, oui. Ça ne se limite pas à Saint-Barthélemy et à voilà. Saint-Martin. Vous connaissez aussi des difficultés sociales en Guadeloupe. Il y a notamment, rien qu'un chiffre, plus de 50% des oui. jeunes qui sont oui. au chômage. Alors, je veux dire, hélas, ce n'est pas récent. On essaye par tous les moyens de développer, et notamment... Comment l'Église peut aider? Eh bien, vous savez, l'Église, elle a des petits moyens. Nous avons le Secours catholique qui a été très présent après les cyclones et après le cyclone Irma. Et le Secours catholique, par exemple, aussi a reçu des dons très, très nombreux de France métropolitaine pour aider à la reconstruction. Pour ce qui est de la Guadeloupe, effectivement, nous sommes des territoires, Guadeloupe, Martinique, 450 000 habitants Guadeloupe, 400 000 Martinique, et on pense qu'il y a 500 000 Antillais en métropole, ou qui vont au Canada. Les jeunes, ils sont prêts à partir, mais parce qu'il n'y a pas de travail. Et puis, ce qui s'est développé, outre la canne à sucre et puis la banane, bon, ben mais c'est maintenant le tourisme. Et c'est vrai que ces départements, et le nôtre en particulier, sont très aidés par la métropole. Mais il y a une très belle jeunesse aussi, comme je peux le voir à travers les rassemblements que je préside. Et l'Église, eh bien, elle est présente à travers ces organismes, elle est présente aussi à travers les réflexions que l'on peut faire avec les responsables de ce département. Et vous portez une attention toute particulière justement à cette jeunesse? Oui, quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'ai dit « il y aurait une priorité ». Parce que je savais que c'était une île jeune, avec une jeunesse, et puis qu'il y avait une expérience antérieure avec les jeunes. J'ai dit, la priorité, ce sera les jeunes et les vocations. Et quelle joie de savoir qu'il y a un synode qui se prépare sur les jeunes et les vocations, mais les vocations au sens large. Nous y avions réfléchi ici à Lourdes, dans le cadre de notre assemblée plénière des évêques. Et les jeunes, parce qu'on était à la veille du rassemblement des JMJ dans notre région, c'était à Rio. Et après, nous sommes allés en Pologne, et bien maintenant on se réjouit beaucoup que les Journées mondiales de la jeunesse soient à Panama. C'est à côté, enfin, c'est à 2500 km, mais c'est dans notre région. Et puis les vocations, parce que je savais qu'il y avait eu beaucoup de vocations dans le passé, et là j'ai eu la joie d'ordonner plusieurs prêtres depuis que je suis évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pic, évêque de Guadeloupe, et un rassemblement qui a eu lieu il y a 2 semaines seulement, merveilleux. Ils étaient plus de 400
pour participer à un rassemblement. On en a régulièrement et on vit les JMJ, c'est-à-dire le dimanche des rameaux, quand c'est dans le diocèse, ou quand on est appelé, invité, comme on l'est par le pape François, pour nous rendre à Panama en janvier 2009. 2018, pardon, et les vocations, parce que une Église doit donner des vocations. Et c'est un des thèmes de notre assemblée aussi. Nous avons parlé de la formation des prêtres. Nous avons des séminaristes qui sont à Toulouse et à Aix-en-Provence, et puis très attentifs parce que je considère que la jeunesse doit être un peu notre priorité. Ouais. Alors comme évêque de Guadeloupe, vous êtes à 6000 km de la métropole, à la fois tourné vers les Caraïbes, mais à la fois tourné vers la métropole, hein, ça forge une identité aussi. Et en tant qu'évêque aux Caraïbes, vous avez comme référence donc ce document d'Aparecida qui date de 2007, du nom du sanctuaire marial d'Aparecida au Brésil, dont un certain Bergoglio a été la cheville ouvrière. C'est un plan pastoral. Qu'est-ce qui vous marque dans ce plan-là? Je le connaissais, mais je l'ai lu attentivement en devenant l'évêque de Guadeloupe, parce qu'il a été publié au moment de la visite de Benoît XVI en 2007, donc au Brésil. Et quand on lit attentivement, on comprend d'ailleurs qu'on est dans une autre région et que le cardinal Bergoglio a été un des principaux rédacteurs et il utilise souvent, on en a parlé, cette expression, les disciples missionnaires, pour nous inviter justement à être ces disciples missionnaires dans notre continent, puis c'est le continent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et c'est par rapport à l'Europe. C'est aussi pour nous une chance de dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, nous sommes rattachés à une métropole. Nous sommes les 3 diocèses francophones, au milieu d'ailleurs de 25 évêques anglophones, puisqu'on a une conférence épiscopale locale. Et effectivement, c'est un peu notre charte pour l'évangélisation. Et d'ailleurs, on entend cette expression, pas simplement dans notre région, disciples missionnaires, mais on l'entend aussi à d'autres occasions. Et cette charte, dans laquelle on dit l'importance d'abord de la jeunesse, aussi, l'importance de la religion populaire, et on peut le voir dans des territoires comme les nôtres, et notamment en Guadeloupe, et puis l'importance de la vie en Église dans ces îles et dans cette région dont nous faisons partie, puisque c'est le continent latino-américain, et c'est la Caraïbe. Alors Bergoglio est devenu François, vous allez le rencontrer, je crois, très bientôt. Ce sera en avril avec tous les évêques des Caraïbes en visite à Dlimina. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Qu'est-ce que vous en espérez? Est-ce que vous savez déjà quels vont être les sujets abordés? Qu'est-ce que vous voulez dire au pape? Alors je sais comment se déroule maintenant une visite à Dlimina. J'y ai participé comme évêque de Pontoise il y a plus de 10 ans de cela. Et j'ai entendu beaucoup d'échos des évêques qui se sont rendus à Rome. Pour nous, ce sera au mois d'avril de 2018. Et donc, nous serons les 25 évêques de la région pendant une semaine à Rome. Et j'attends beaucoup de choses parce que, d'abord, pour porter notre Église, mais pour entendre aussi le pape. Et le pape, il a pris une méthode d'ailleurs nouvelle. Il rencontre les évêques pendant 2 heures à 2 heures et demie. Et c'est un dialogue assez libre. Alors, nous parlerons, bien sûr, dans la langue principale qui est l'anglais, mais tout ça sera traduit. Et nous, les francophones, nous parlons l'anglais, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et j'attends beaucoup de choses, parce que j'attends aussi le soutien. Mais le soutien, il est déjà donné, parce que au moment de Irma, le pape était en Colombie. Un de nos évêques, l'évêque d'ailleurs de la partie néerlandaise, qui est basé, lui, à Curaçao, c'est-à-dire près de l'Amérique du Sud, et près du Venezuela, il était en Colombie. Il a rencontré le pape et il lui a dit, très Saint-Père, vous savez, l'île de Saint-Martin a été très touchée. Je vous assure de notre prière, le pape connaît notre région. Il connaît bien l'Amérique latine, et nous faisons partie de l'Amérique latine. Et bien sûr, nous sommes rattachés aussi par les liens historiques avec la métropole, avec la France. Vous aurez des questions à lui poser?
Beaucoup de questions, mais non, j'aurais surtout à l'écouter parce que je l'écoute attentivement, je lis tout ce qu'il dit, on va dire, chaque semaine. J'ai lu avec beaucoup d'attention un livre qui vient d'être publié récemment qui s'appelle Politique et société. C'est une interview du pape par un sociologue, et donc j'attends beaucoup de cette rencontre avec le pape, mais aussi avec ses collaborateurs, parce qu'une visite ad limina, c'est aussi, on vient présenter son église et on vient pour être conforté dans l'orientation que nous prenons. Nous, évêques de ces pays francophones, nous sommes un peu à part, il est vrai, parce que nous sommes rattachés à une métropole. Nous avons des églises avec des communautés nombreuses, ferventes, alors que souvent ils sont des petites communautés catholiques, et avec le fait aussi que nous sommes, et on en est sans le signe ici, nous sommes dans 2 conférences épiscopales, celle de la Caraïbe, la conférence épiscopale des Antilles, et puis la conférence épiscopale française dont nous faisons partie. L'une, on parle en français, ici à Lourdes, et l'autre, on parle en anglais. Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Je crois que vous avez un événement à annoncer pour tous les Antillais et les Guyanais qui vivent à Paris. Le 11 novembre, il y a toujours ce rendez-vous, depuis 20 ans, à Saint-Sulpice, la plus grande église parisienne. On se retrouve les responsables le matin et l'après-midi, c'est-à-dire le samedi 11 novembre à partir de 15h. 15h, mais on peut venir dès 13h, 14h, en l'église Saint-Sulpice à Paris. Et donc ce sera une messe célébrée par les 3 évêques de notre région, c'est-à-dire Monseigneur Macaire, notre jeune archevêque de la Martinique, et Monseigneur Lafont, l'évêque de Guyane, et moi-même, et avec d'autres évêques et de très nombreux prêtres à Saint-Sulpice. Tout le monde est le bienvenu. Merci, Monseigneur, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, notez bien, 11 novembre, 15h à l'église Saint-Sulpice. Je vous invite à retrouver toutes les actualités du diocèse de la Guadeloupe sur son site internet. Et puis, bien sûr, je vous invite à visiter le site de KTO, www.ktotv.com, pour retrouver cette émission et la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Et Monseigneur, bonne fin d'Assemblée plénière. Alors, merci. Au revoir. Au revoir.